c'est que tout le problème, on nous vend ça comme plus d'intégration européenne. Or, l'Europe, dans l'Europe, les nations continuent à exister, avec des intérêts à certains moments divergents, ou en tout cas qui ne sont pas forcément les mêmes. La nation allemande, l'État allemand défend, y compris même d'ailleurs une appropriation nationale du capital plus important qu'il n'est en France. Bon, on défend son économie sur des critères qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et il faudrait un jour comprendre ça pour arrêter cette espèce de vision angélique qui permet que l'industrie allemande continue à tourner pendant que l'industrie française est en train de péricliter. Peut-être une autre question, je ne sais pas si Véronique, je voulais rester un instant là-dessus. Vous faites, la France insoumise, une critique juste du capitalisme, puisque voilà, vous dites que le capitalisme est rude, ce qui est la vérité. En revanche, on a l'impression que vous n'avez pas réellement les solutions, ou alors que les solutions sont des vieilles solutions, comme les nationalisations. On a nationalisé la sidérurgie et on a vu ce que ça avait donné. Donc on n'a pas l'impression que vous donniez des solutions qui peuvent marcher. Ce qui est vieux, c'est la politique qui, depuis 30 ans, consiste à dire que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Vous savez, c'est le théorème de Schmitt, qui a 80. C'est ce que d'ailleurs veut faire à nouveau M. Le Maire, qui a quasiment mis cette citation en exergue de sa politique annoncée demain avec le plan, le PLFSS. Bien. Donc cette politique-là est vieille. C'est celle des ultralibéraux, de Thatcher, de Reagan. Ça a 30 ans. Elle échoue à peu près partout dans le monde. Nous avons un projet alternatif. Grossièrement, il est connu. C'est une relance keynésienne de l'activité qui mise sur le fait que le problème n'est pas l'offre, mais la demande. Le tout avec quelque chose là, par contre, profondément nouveau, qui est la question de la planification. Non, ça ne s'est pas appliqué, ce n'est plus appliqué depuis 30 ans. C'est une politique qui a été battue en brèche par les libéraux partout dans tous les États. Par contre, ce que nous disons de nouveau, c'est que le premier intérêt général de l'humanité est menacé. C'est celui de pouvoir continuer à respirer sur notre planète ou à y vivre de manière à peu près supportable à cause du changement climatique, ce qui induit tourner toute l'économie vers la question de critères écologiques. Et c'est pour ça que nous proposons, par exemple, une planification écologique de l'économie qu'on retrouve dans notre programme, notre programme L'Humain d'abord. Donc ça, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas de projet. On a un projet, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est un projet qui existe et qui, en tout cas, me paraît au moins aussi réaliste et crédible, et en tout cas plus juste et plus économe pour l'humanité que le projet qui sévit aujourd'hui dans le pays. En attendant, vous poursuivez votre lutte contre les ordonnances réformant le Code du travail. La démonstration était réussie, celle de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier. Il y avait du monde autour de votre patron de groupe à Paris. Et maintenant, que se passe-t-il? On a vu bien que les manifestations de routiers avaient un peu du mal à embrayer. Est-ce que là, vous butez pas sur un vrai problème? On ne sent pas, comme vous le souhaitez, s'agréger les mouvements de contestation contre le gouvernement. Il y a un constat. C'était le pari, hein. Oui, il y a un constat. D'abord, c'était une manifestation réussie. Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Il y a eu 30 000 selon la police, non, 150 000 selon vous. Alors. 30 000 dans le cortège selon la police. Comme il le fait dans les manifestations politiques, et a fait une déclaration alambiquée sur des ordres qu'ils ont venus je ne sais d'où pour dire qu'il n'y a pas de comptage, mais qu'ils avaient fait une estimation. Bon, enfin, tout ça ne veut rien dire. Et quiconque a été sur place constate que ça a été un très gros succès. Ça, c'est la certitude. Bien. Donc, moi, ce que je crois, c'est que il y a un refus de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est majoritaire de ce qu'on ressent dans la société, de ce qui nous est traduit. Il n'y a pas plus d'acceptation de sa loi travail qu'il prépare que celle de la loi El Khomri. Je vous rappelle que les Français sont restés majoritairement opposés. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que tout ça peut se mettre en mouvement? Là, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est pas si simple parce que les gens se disent on n'a pas réussi à battre Sarkozy sur les retraites, on n'a pas réussi à battre François Hollande sur la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? Donc, d'où la proposition que nous avons faite. C'est-à-dire que chacun, avec ses caractéristiques, doit effectivement mener bataille. Les syndicats mènent bataille. J'ai appris avec satisfaction aujourd'hui que la CFE-CGC est en train de faire des propositions d'action communes à la CGT, à Solidaire et FSU. Donc, on voit bien que le front syndical peut s'élargir. Ça, c'est une très bonne nouvelle, et parce qu'ils ont des actions propres. Et nous, en tant que mouvement politique capable de mobiliser, on a fait effectivement une proposition
y compris d'ailleurs derrière les syndicats, puisqu'on n'est pas en concurrence, au contraire, qui serait, pourquoi pas, d'imaginer, au moment où la loi va revenir à l'Assemblée vers le fin novembre, a priori, une très très grande manifestation monstre qui permettrait, sur les Champs-Élysées, qui permettrait de faire pourquoi converger ça de là l'autre et masse. Pourquoi ça n'a pas moins marché là Parce que justement, là, l'idée, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour réaliser cette manifestation et que nous avons bien conscience que nous avons une très grande capacité de mobilisation, d'autant plus que vous avez vu d'autres politiques nous ont rejoints. Je pense à Olivier Besancenot, à Benoît Hamon. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, puisque les ordonnances sont là et c'est un cercle vertueux, en quelque sorte. S'il arrive à faire passer les ordonnances, le reste des réformes risque de passer aussi. Voilà, vous êtes une excellente propagandiste de notre cause, parce que, comme vous l'avez dit, s'il réussit à faire passer les ordonnances, tout le reste vient. C'est-à-dire, il y a déjà un budget d'austérité absolument terrible qui arrive, mais après ça, on nous annonce des réformes du chômage, des réformes des retraites, des réformes des cotisations sociales fiscalisées qui sont la destruction totale du système social français. Donc, il faut les stopper. Et non, non, c'est pas trop tard. Je vous rappelle que le CPE avait été promulgué, adopté, promulgué, avant que Dominique Villepin soit obligé de le... C'est vrai, mais il n'y avait pas eu de concertation avant, les comme il y en a eu là quand même pendant 3 mois. Les syndicats ne disent pas qu'il y a eu concertation, écoutez-les. 3 mois quand même. En attendant le million de Français ou pas, fin novembre sur les Champs-Élysées, est-ce que l'âpreté de la lutte, là c'est un vrai bras de fer qui est engagé entre votre parti, entre autres, et le gouvernement justifie tous les propos. On a beaucoup entendu cette petite phrase dans le discours de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre avec cette référence qualifiée de douteuse aux nazis. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Personne n'avait jamais parlé au peuple français de cette façon. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Voilà la rue qui a abattu les rois et qui a abattu les nazis. Mettre sur le même plan les rois, les nazis, Juppé, le CPE. Est-ce que c'est pas quand même ce qu'on appelle un gros dérapage, à tout le moins historique, Éric Coquerel? Écoutez, ce qui est bizarre, c'est que tous les gens... Allez-y, finissez votre question. Et est-ce qu'on va poursuivre dans cette violence verbale? Voilà. Donc, tous les gens qui ont écouté le discours, y compris vos confrères présents, qui, au moins qu'on puisse dire, ne sont pas tous des partisans de la France insoumise. Ils ne sont pas tous mélenchonistes. Non, personne n'a entendu ça. Personne n'a entendu sur place. Et y compris, je vous ai tout à l'heure donné une anecdote, je vais la répéter, ce sont des confrères à vous. Vous voulez dire que ça a été sorti du Conseil? On l'a bien sûr, ce sont des confrères à vous qui nous ont dit, je ne vais pas citer leur nom, je pense que je leur attirerai des problèmes, qui nous disent, c'est étonnant, c'est nos rédactions qui nous appellent maintenant, 3 heures après le meeting, pour nous dire, là, il faut monter cette question en épingle, etc., et en faire l'événement de la journée, ce qui permettait de moins parler de la réussite de la marche, à ce moment-là, et de moins parler aussi des propositions que nous avons faites. Bon. Donc, je vous le dis tout de go, je pense qu'il y a eu un travail très construit. Moi, j'ai repéré des tweets en même temps de Castaner, de Ferrand, de Valls. J'ai vu une évolution des rédactions au niveau des sujets qui sont passés à la soirée, sur un sujet qui, sur place, n'a absolument pas été vécu comme une violence verbale. Non, il n'y a pas de dérapage. On peut mettre sur le même plan les nazis, le CPE et Alain Juppé. Il n'a pas mis sur le plan tout ça, etc. C'est pas vrai. Il n'a pas mis sur le même plan le nazisme et Alain Juppé. Ne dites pas ce genre de choses, parce que là, du coup, vous reprenez ce que vous dénonciez tout à l'heure. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit une chose. Mais tout le monde a raconté un peu n'importe quoi. Il a juste dit une chose. Macron avait dit la rue, c'est pas la démocratie. Nous, on dit que la rue fait partie de la démocratie. Elle n'est pas seulement. Et que dans l'histoire de France, il y a eu des grands moments où le peuple a su se mobiliser et que la démocratie était de son côté. Voilà, c'est la fin. Ouais. On terminera. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique avec Éric Coquerel. Après les infos, nous accueillerons le sénateur François Patriat. RFI, 16h30 en temps universel, 18h30 ici à Paris. Guillaume Nodin. Le Kurdistan, dans l'attente du résultat du référendum de ce lundi sur l'indépendance, il ne fait guère de doute, il devrait être favorable au oui et une escalade est une option envisageable. Le gouvernement central de Bagdad prépare sa riposte. Le Premier ministre Haïder El-Abadi, qui s'était déjà farouchement opposé à la tenue de ce vote, ne mâche plus ses mots. Il rejette le résultat du scrutin avant même sa publication et promet des représailles. Les autorités kurdes devront assumer leurs responsabilités selon lui. La Turquie examine toutes les options possibles, y compris une intervention militaire commune avec l'armée. Retour dans Mardi Politique avec Véronique Rigolet, notre deuxième invité François Patriat. Bonsoir.
Vous Bonsoir. êtes sénateur En Marche de la Côte d'Or et vous êtes un proche, un des pionniers qui est allé très vite avec Emmanuel Macron. Donc, sénateur, et des élections sénatoriales, elles avaient lieu dimanche soir, même s'il a peu passé inaperçu, il faut reconnaître. Donc, le Sénat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il reste à droite, aucun bouleversement. Pourtant, il y a quelques mois, lorsque vous étiez dans la dynamique macronienne, vous rêviez de 50 à 60 sièges. Vous en avez qu'une vingtaine. On ne sait pas encore exactement. Vous nous le disiez avant cette émission de ne pas donner le chiffre. Vous ne les connaissez pas vous-même, mais une vingtaine. Alors, parleriez-vous de relatif revers électoral en sachant que le mode de scrutin n'est pas favorable à un parti tout neuf comme En Marche? Non seulement il n'est pas favorable, mais je veux bien qu'on revienne. Vous avez deux questions. Vous avez dit ce que j'avais pronostiqué avant, souhaité. Non, ça je l'ai dit parce que vous on l'avez peut le dit, dire. donc il y a On peut le pas dire. à revenir dessus. Quand on crée un courant ex nihilo, un mouvement ex nihilo, dans un enceinte comme le Sénat, où pour grand cire, vous voyez, l'UDI, pour passer de 30 à 50, ils ont mis 12 ans. Nous, pour passer de 0 à 30, on a mis 1 mois. Ensuite, on espérait grossir parce que je pensais que certains allaient nous rallier. Et je ne savais pas à l'époque que les 2 tiers de notre groupe étaient soit en départ de Sénat, soit renouvelables. Donc j'ai dit ça ce jour-là. J'avais corrigé le tir depuis, puisque j'avais dit au cours du mois de septembre qu'on serait une dizaine en plus. Ouais. Donc nous n'allons pas dire que nous avons gagné. C'est un échec, mais c'est un échec explicable. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui disent qu'on a toujours gagné quand on a perdu. Je m'explique. Notre grand défaut, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas avoir gagné les municipales de 2014. Il n'y avait pas En Marche. Il n'y avait pas En Marche. C'est l'explication Non, mais- mécanique. non, Vous mais n'existiez pas complètement, en 2014. complètement. Et donc malgré les grands électeurs ça, pouvaient ça pas veut voter dire que pour nous vous. n'avions dans cette Autant. élection aucun grand électeur. Oui, c'est vrai. Aucun, puisque tous les grands c'est l'effet électeurs mécanique. dans les villes, ça ne L'effet suffit pas logique. pour expliquer. Ça ne suffit pas pour expliquer. Mais ce que je dis dans cela, je voyais tout à l'heure des parlementaires qui n'ont pas été élus ou réélus, mais des gens qui, sur le territoire, ex nihilo, dans des départements qui ont fait 427, 527 voix de grands électeurs, quand il en faut 600 pour être élus, je me dis que bien que nous n'ayons pas de grands électeurs, vous savez que nous avons raté les élections à moins de 30 voix pour presque 10 sièges.